mes amis, je reçois une personnalité que vous ne connaissez probablement pas, mais qui en réalité a des responsabilités importantes, puisqu'il est, je crois, président de l'association France Turquoise. C'est ça, Michel Robardet? Vice-président. 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 À quoi sert le président est général d'avocat. À quoi sert cette association? Excusez-moi. Allez-y, dites-nous à quoi sert l'association. Alors, le général Lafourcade, qui était le commandant des troupes France-turquoises en 1994, a fondé en 2005 ou 2006, de mémoire, une association afin de défendre l'honneur des soldats français, injustement attaqués par tout un tas de gens qui veulent salir l'armée française, la réputation, et qui portent des accusations dont on voit bien aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, qu'aucune d'entre elles n'a jamais été fondée. Voilà, donc le général Fourcade faisait ça. Moi, je n'ai pas participé à Turquoise, mais comme j'avais la mémoire du conflit rwandais, puisque j'avais été en poste au Rwanda à partir de 90, j'étais arrivé une semaine avant l'ouverture du conflit et j'étais parti après les accords d'Arusha, qui normalement auraient dû instaurer la paix dans ce pays. Donc j'avais la mémoire de tout ça, compte tenu des attributions qui étaient les miennes à ce moment-là, dont on pourrait parler plus tard si ça vous paraît nécessaire. Et je me suis... Ah oui. Oui, alors quand je suis arrivé en 90, la guerre... On n'a pas Rwanda, Kigali. Je suis arrivé... Du Rwanda et du génocide au Rwanda. Voilà, je suis arrivé au Rwanda dans le but, avec la mission de réformer la police judiciaire. Pas de chance, la guerre a déclaré 8 jours plus tard. Je n'avais pas eu le temps de prendre mes fonctions au Rwanda. Il y avait tout un tas de formalités d'accréditation, d'équipement et autres à mettre en œuvre. Ça n'avait pas été complètement achevé. Et le colonel Galinier, qui était l'attaché de défense à Kigali, s'est vu attribuer un tas de missions et de responsabilités du fait de la guerre qu'il n'avait pas les moyens d'assumer avec le petit bureau du temps de paix qu'il avait. Donc, il m'a dit, toi, puisque tu viens d'une administration centrale, j'étais avant à la direction des gendarmeries à Paris, tu vas rester avec moi, tu vas m'aider dans ma mission d'attaché de défense et de chef d'assistance militaire. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. À l'époque. Je suis arrivé avec le grade de chef d'escadron en 90 et j'ai été nommé lieutenant-colonel par la suite pendant mon séjour au Rwanda le 1er janvier 92, je crois. Donc, j'ai servi, comme je le dis, d'officier supérieur adjoint, de super chef secrétaire, de numéro 2, d'homme à tout faire, enfin bref, peu importe. J'ai assisté les 2 attachés de défense qui sont succédés dans cette mission le mieux possible, compte tenu de la multiplication des tâches qui étaient les leurs. Ça m'a donné le privilège de voir des choses que les autres assistants militaires techniques ne voyaient pas, puisqu'ils me faisaient l'amitié de garder leurs portes ouvertes en permanence, de me faire assister à quasiment 99,9% de leur entretien. J'avais accès à tous les télégrammes diplomatiques qui arrivaient à ceux qui partaient. Je participais à la rédaction de certains d'entre eux. Donc, j'avais une vision assez globale du conflit de 90 à 93 que j'ai jugé utile de mettre à disposition du général Lafourcade qui fondait France Turquoise avec des gens qui n'étaient restés au Rwanda que quelques semaines en 94 et qui n'avaient pas la vision antérieure de ce qui s'était passé. Alors donc on le redit parce que un certain nombre de lecteurs sont pris dans l'urgence de l'immédiateté, donc ils ont parfois oublié ce qui s'était passé au Rwanda, ou en tout cas l'enchaînement. Donc en 1993, le Rwanda, Hutu, si j'ose dire, est sous la menace des activités de Paul Kagame, qui est réfugié en Ouganda et qui est un Tutsi rwandais. Et il y a une menace d'intervention militaire de l'Ouganda, et en tout cas des forces de Paul Kagame soutenues par l'Ouganda. Il y a une menace d'invasion militaire, et en 1994, une minorité active Hutu qu'on appelle les Interamwe notamment vont fomenter un génocide, et toute la question est de savoir si la France est, comme le disent les anglo-saxons, ou comme le nourrissent les anglo-saxons, complice de cette préparation du génocide, comme l'a d'ailleurs nourri Emmanuel Macron lui-même, ou bien est-ce que cette opération est une manipulation des anglo-saxons pour chasser la France
du Rwanda et prendre une position importante au cœur de l'Afrique. Alors, ce qui est nouveau, cette interview, on en refera une plus au calme dans de meilleures conditions techniques, puisque là, vous êtes avec une connexion loin de tout. Je viendrai vous voir, mais ce qui est nouveau, cette interview, c'est qu'il y a dans la polémique Rwanda un fait nouveau, c'est que des familles ont porté plainte pour homicide après la mort de 2 sous-officiers de gendarmerie présents à Kigali au moment du déclenchement du génocide. Et je voulais que vous nous en parliez puisque vous les avez connus. C'est quoi cette histoire? Que faisaient ces gendarmes lorsqu'ils ont été assassinés, probablement, peut-être, on n'en sait rien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, colonel? Alors, puisque vous avez commencé par une présentation du conflit, je vais faire un résumé très rapide. En 90, des Tutsis, majoritairement des Tutsis, mais pas uniquement des Tutsis, on pourra revenir sur la composition de cette rébellion, qui est très intéressante à regarder de très près, et que d'ailleurs, on s'est acharné, je veux dire, on s'est ingénié à nous empêcher d'examiner de très près. Qui étaient les troupes qui ont attaqué le Rwanda le 1er octobre 90? Elles avaient une apparence, c'était des éléments de l'armée ougandaise, ils portaient l'uniforme de l'armée ougandaise, ils avaient sur eux les cartes d'identité de l'armée ougandaise. Leur patron, qui, 1er octobre 90, s'appelait Fred Rugema, était le vice-ministre de la Défense, était le numéro 2 de la défense de l'armée ougandaise, et il avait l'intention, avec quelques réfugiés des années 60, il faudrait revenir sur l'histoire du Rwanda pour comprendre pourquoi en 59-60 un certain nombre de Rwandais sont allés vivre en Ouganda, et rejoindre d'ailleurs des rwandophones qui depuis toujours vivaient dans le sud de l'Ouganda, parce que ça c'est le problème des frontières déterminées par la communauté de la colonisation en 1921 à peu près. Même en et donc cette attaque, voilà. Donc en 1990, cette attaque qui se voulait extrêmement violente et rapide pour conquérir la capitale en quelques jours, en quelques semaines tout au plus, pour éviter précisément que des massacres de masse ne se produisent, comme cela avait déjà été le cas dans les années 60 lors d'attaques similaires. L'attaque de 90 a échoué. Les forces armées rwandaises ont repoussé, avec l'aide de la division spéciale présidentielle zaïroise qui est venue à leur secours, ont repoussé les rebelles en Ouganda assez sèchement. Les 3 chefs militaires de cette rébellion ont été tués. Et il faudrait examiner d'ailleurs comment ces 3 chefs ont été tués, parce que c'est extrêmement instructif. On ne sait pas exactement quelles ont été les conditions dans lesquelles Fred Rugema et ses 2 adjoints, dont Ben Gala, ont perdu la vie. Est-ce qu'ils ont été tués au combat, comme certains le prétendent, ou est-ce que plutôt ils ont été tués dans un règlement de compte qui avait pour base ce règlement de compte? Si c'est le cas, la stratégie du FPR a déterminé est-ce qu'il fallait continuer une guerre extrêmement éclair ou mettre fin à une guerre éclair qui avait échoué, ou et au contraire, fallait-il reprendre une guerre de harcèlement, de grignotage, qui aurait été longue, qui aurait été extrêmement coûteuse en vie humaine lors des représailles inévitables qu'on attendait de la part de la majorité Hutu du Rwanda. C'est ça, dès 90, le problème se pose entre Rugema et ses adjoints, semble-t-il. Une fois Rugema tué, une fois les adjoints tués, apparaît M. Kagame, qui est le chef des services de renseignement de l'armée ougandaise à ce moment-là, et qui, à ce titre, en tant que chef de renseignement de l'armée ougandaise, est en stage aux États-Unis, à Fort Leavenworth. Il est rappelé par Museveni, le président de la République ougandaise, pour prendre la direction du mouvement rebelle. Alors, Paul Kagame, c'est intéressant de le savoir, c'est, comme je viens de le dire, le chef du renseignement de l'armée ougandaise depuis quelques années. C'est aussi le neveu de la dernière reine du Rwanda. C'est le neveu de la dernière Mwami Kazi, qui habite toujours à Kigali et avec laquelle il a des liens. Et il est d'une famille, donc le clan des Béga, des Abéga. Il est un Tutsi de grande tante, comme on dit, et il est inévitablement parfaitement au courant des conséquences des actions qu'il va mener. Et Kagame va déclencher une guerre qu'il n'a plus les moyens de faire, puisque lors de l'attaque de 90, comme je l'ai dit, les officiers ont été tués, mais énormément
de soldats de l'armée patriotique rwandaise sont restés sur le terrain. Au cours de l'année 91, Kagame va devoir reconstituer ses forces et relancer des opérations de grignotage qui, cumulées les unes après les autres, va faire monter la tension au sein de la population rwandaise. Pendant ce temps, la France, elle, comme certains l'ont dit, tord le bras du président en place à Kigali, Juvenal Habyarimana, pour qu'il installe le multipartisme et la démocratie que avait recommandé le président Habyarimana à la Baule, mais que de toute façon, le président Juvenal Habyarimana, dès avant le discours de la Baule, avait annoncé qu'il avait l'intention de l'établir. Et le fait que j'ai été, moi, invité dès avant le discours de la Baule à remplir une tâche qui avait été fixée par le président Habyarimana, qui a été demandée à la France dès avant le discours de la Baule, semble indiquer qu'il avait une intention réelle de démocratiser son pays. Donc, la démocratisation est installée et à partir du mois de juin 1992, le Rwanda entre en cohabitation. Il y a un président qui est le président Habyarimana, Juvenal, que le Front patriotique rwandais, la rébellion venue d'Ouganda, veut à tout prix destituer. Et puis, il y a un gouvernement qui est composé d'opposition interne au président Habyarimana. Parce que, pour simplifier les choses, vous avez l'opposition Hutu-Tutsi, dont on a fait le but unique de cette guerre, qui n'est pas tout à fait exact, mais vous aviez aussi en même temps au Rwanda, en 92, depuis 90 pratiquement, depuis 73 plus exactement, vous avez une opposition intérieure entre d'origine plus ou moins clanique, entre les Hutus du Nord et les Hutus du Sud, entre les Bakiga dans le Nord, dont vient le président Habyarimana, et dont les Banyanduga du Sud de la région de Gitarama, où on verra apparaître les premiers ministres à partir de 92 et la majorité des ministres et des opposants intérieurs au président Habyarimana. Cette opposition intérieure va négocier avec l'opposition extérieure du FPR les accords d'Arusha qui sont conclus le 4 août 1993 à Arusha, l'accord de paix, qui prévoit la fusion des deux armées, qui prévoit la répartition des postes de premier ministre, etc., la mission des uns des autres, mais qui surtout prévoit, et c'est là la victoire de Kagame, qui prévoit que premièrement, toutes les troupes de l'armée française vont quitter le Rwanda, et que deuxièmement, aucune troupe de l'armée française ne participera aux fonctions de la mission des Nations Unies, qui va être en place pour assurer ces mouvements de transition. Ce qui fait qu'en 1993, et pour la date précise, c'est le 15 décembre 1993, la France, militairement, quitte totalement le Rwanda et confie la sécurité de ce pays qu'elle avait assuré plus ou moins pendant 3 ans, confie la sécurité de ce pays à l'ONU et à la mission, la MINUAR, la mission des Nations Unies au Rwanda, commandée par un général canadien du nom de Dallaire. Voilà. En 1994, il n'y a plus de troupes au Rwanda, il n'y a plus de troupes françaises au Rwanda. Le Rwanda est sous la responsabilité de l'ONU, la France n'est plus là, elle n'est plus représentée militairement que par 2 dizaines de conseillers techniques, c'est-à-dire qu'elle est revenue au schéma d'avant la guerre de 90, et je dirais, pour être précis, qu'il y a le 1er avril 1994 à Kigali beaucoup moins de militaires français qu'il y a de militaires belges, par exemple. Et j'ajouterai qu'il y a quelques militaires allemands. On pourra en reparler peut-être tout à l'heure. On fera une interview. Je viendrai vous voir à Nîmes. On fera une interview sur le contexte historique parce que c'est évidemment très important. Et vous faites très bien de nous le rappeler, mais on en parlera plus longuement parce que ce sont des événements qu'il faut rappeler un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur, à un moment donné, ces 2 sous-officiers français qui ont été tués, qui sont morts le jour ou le lendemain de l'attentat qui a abattu l'avion du président Habyarimana lorsqu'il atterrissait à Kigali et qui déclenche l'opération des grands arbres, hein, c'est-à-dire le génocide Tutsi par les Hutus. Alors, ils sont morts, je vous corrige tout de suite avant de répondre à votre question, ils sont morts le 8 avril après-midi. On le sait maintenant. Ça n'a pas été facile à savoir, mais c'est à peu près établi. Plus personne ne le conteste. Ils sont morts le 8 avril
en début Alors, d'après-midi. refaites-nous la chronologie. C'est-à-dire, l'attentat à Biarimana, c'est quel jour? La mort des sous-officiers français en poste à l'ambassade, c'est quel jour? Alors, si vous permettez, je vais dire autre chose avant, pour expliquer ce qu'ils faisaient et pourquoi ils étaient là où ils étaient. Ça me paraît plus important. Après, on fera la chronologie, si vous voulez bien. Qui était-il? Alors, Alain Didot était là depuis 2 ans. Il était technicien des transmissions, mécanicien radio. Il n'est pas exploitant radio, il était installateur, réparateur, mécanicien radio. Et il était arrivé en 91 en remplacement d'un autre sous-officier qui était l'adjudant-chef Moran de mémoire, qui lui était là depuis 3 ans pour poursuivre un projet ancien qui était celui de l'installation d'un réseau radio qui permettait à la gendarmerie rwandaise de fonctionner normalement en tout lieu et en tout temps sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un projet ancien. Didot arrive en 91 avec son épouse et il s'installe dans une villa qui n'est pas celle où ils ont été tués, dans une villa qui était au centre de Kigali, dans le quartier Kyovu, pas loin des ambassades. Il se trouve qu'au bout d'un an, le propriétaire de cette villa qui louait cette villa à l'armée rwandaise, parce que l'armée rwandaise logeait les coopérants militaires français, ça faisait partie des accords de coopération de 1975. Donc Didot était logé par l'armée rwandaise qui louait cet appartement à quelqu'un qui n'a plus voulu les louer, qui l'a retiré, qui l'a pas mis à la disposition de l'armée rwandaise, et l'armée rwandaise a été amenée à reloger les Didot dans la villa où ils ont été tués, beaucoup plus tard, beaucoup plus à l'extérieur, non loin du Centre national du développement, qui, en 93, au printemps 93, c'est le Parlement rwandais. Il n'y a que des députés rwandais et il n'y a pas de troupes étrangères. Le FPR Inkotani viendra au CND qu'au mois de décembre 93, bien après que les Didos soient arrivés dans cette ville-là. Et à la surprise générale, on pourra reparler des raisons pour lesquelles on a logé le bataillon FPR au CND, qui était un endroit extrêmement stratégique. Voilà, Didot là. Meyer était, lui, c'est pas du tout la même situation. Meyer est arrivé, comme je le disais tout à l'heure, pour poursuivre le projet de remise à niveau de la police judiciaire qui était initié à partir de 90. J'avais en 92-93, pour faire court, de juin 92 à juin 93, une équipe de 4 officiers de police judiciaire français, 4 gendarmes, qui avaient remis à peu près à niveau, je dis bien à peu près, parce qu'il y avait encore beaucoup de travail, cette unité nationale de police judiciaire à peu près à niveau, mais on ne pouvait pas continuer à détacher 4 sous-officiers. Et au lieu d'avoir 4 sous-officiers à temps partiel, en court séjour, il avait été décidé d'affecter un sous-officier en long séjour, 2 ans ou 3 ans. Et le sous-officier qui avait été désigné, en fonction de la fiche de poste que j'avais arrêtée, était l'adjudant-chef à l'époque, René Maillère, qui était un excellent enquêteur, qui était le patron de la brigade des recherches de Martigues et qui avait envie de voir un peu de pays et qui avait fait une demande d'outre-mer. On a dit, voilà, l'enquêteur de qualité dont vous avez besoin, c'est Maillère, il est arrivé au Rwanda en septembre 90. Voilà qui étaient-ils. Alors, sur la chronologie, j'ajouterai qu'avant cette chronologie, dès 90, les dangers se multipliant au cours des 3 années de guerre, il y a eu bien évidemment au sein de l'ambassade de France la mise sur pied d'un plan de recensement, regroupement et évacuation des citoyens français. Ce plan nécessitait bien entendu la mise en place d'un réseau radio qui se faisait à base d'une station directrice et de petits postes Yazoo. La station directrice a été tout naturellement confiée à l'adjudant-chef Didot, qui était le spécialiste de la chose, en qualité d'entretien, de mise en place du matériel, etc. Et comme il avait besoin d'une permanence 24 heures sur 24 en cas de difficulté, ce matériel a été installé chez Didot, avec des antennes, bien entendu, pour fonctionner, bien avant que le FPR arrive au CND. Quand le FPR arrivera au CND, il trouvera cette installation en place. Il portera une certaine inquiétude, comme le colonel Kayonga, qui commandait les troupes du Front patriotique rwandais à cette époque, s'en est ouvert par la suite au colonel Marshall, le patron du détachement belge de la Minoire et l'adjoint du général Dallaire. Mais on pourra y revenir tout à l'heure. Et sur la chronologie des faits, au moment où ils sont tués,
Donc on est le 6 avril 1994 vers 20h, l'avion tombe dans l'embuscade qui était tendue depuis des mois, puisque depuis des mois, le Fonds patriotique rwandais avait obtenu de la mission de l'ONU une décision criminelle qui consistait à interdire aux avions d'atterrir sur l'aéroport de Kanabé dans l'axe ouest-est et d'obliger donc tous les avions qui se posaient à atterrir sur l'axe est-ouest. Et donc, l'avion a été abattu parce qu'il était attendu sur le seul axe où qu'il pouvait emprunter. C'est la définition même de l'organisation d'une embuscade. Il a été abattu le 6 avril à 20h à peu près. Dans la nuit du 6 au 7 avril, un certain nombre de massacres ont commencé, tout le matin, semble-t-il. Le 7 avril, dans l'après-midi, c'est à peu près établi à 16h, assez logiquement, le bataillon du Fonds patriotique rwandais qui était au sein du Centre national de développement, qui était cantonné à quelques pas des Dido, a décidé d'élargir son périmètre de sécurité. Militairement, compte tenu des circonstances, ça paraissait assez logique. Il est donc sorti de ses casernes et il a commencé à élargir tout. À ce moment-là, il y a un certain nombre de réfugiés civils qui sont venus se réfugier chez les Dido, oui. Et chez les Dido, on avait fait venir Mayer, parce qu'on verra peut-être l'émission des uns et des autres à ce moment-là. Et donc Mayer accueille les réfugiés, ils sont chez eux, ils passent la nuit du 7 au 8 avril, tous les Rwandais, Français, tout le monde chez les Dido. Et le 8 avril, dans l'après-midi, en début d'après-midi ou en fin de matinée, un élément du FPR, donc, qui est en train d'élargir son emprise autour du CND, rentre dans la maison des Dido, des Meyer, désarme les Français, qui étaient armés, bien sûr, les désarment, détruisent le matériel radio, constate qu'il y avait des Rwandais avec eux, à leur grande surprise, ils leur demandent ce qu'ils font là, les Rwandais se présentent, ce sont des familles qui sont connues des gens, des patrons du FPR, parce que ce sont des membres de l'opposition intérieure dont je parlais tout à l'heure, hein, des Hutus modérés, comme on a pu les appeler. Et les pères, ces familles sont en déplacement à Dar es Salaam, ils étaient à la suite du président. Ils ne sont pas rentrés dans l'avion présidentiel, sans quoi ils seraient morts, mais du coup, ils sont restés coincés à Dar es Salaam. Donc les enfants et les femmes sont un petit peu paniqués, sont venus se réfugier auprès des Français, mais étant connus du FPR, le jeune lieutenant qui commande le détachement prend ses ordres auprès de la direction du FPR, probablement le colonel Kayonga qui commande le CND, voire même Kagame peut-être, et il reçoit l'ordre d'évacuer les Rwandais, les raccompagner chez eux, et les Français restent seuls avec ce détachement FPR. Et plus personne ne les verra vivants. Voilà la chronologie, ça se passe le 8 avril après-midi. Alors à partir de là, on s'aperçoit chez les Français que la station radio, la station directrice du réseau d'évacuation ne fonctionne plus. Il n'y a pas de possibilité d'y aller parce que y aller, ça serait déclencher un conflit ouvert avec le FPR. Il faut savoir qu'en plus, intelligemment, on avait mis le bataillon FPR au CND à quelques centaines de mètres en face de la caserne principale de la garde présidentielle. Donc les deux unités les plus radicalisées, si vous voulez, du moment, se trouvent face à face à quelques centaines de mètres. Elles interdisent le passage sur l'axe essentiel qui va du centre-ville à l'aéroport. Donc stratégiquement, c'était très bien joué de la part du FPR. C'est une imbécilité énorme de la part de ceux qui ont pris cette décision du côté ONU, comme du côté, enfin quand je peux citer énorme, c'est peut-être une perversion énorme aussi de la part de l'ONU et de ceux qui ont aidé le FPR à s'installer là. Mais donc, voilà la situation. Donc, le temps que les Français réagissent, et pourquoi Dido ne répond plus, et c'est une panne de matériel, etc. Et, voilà. Et puis par la suite, il y a les renseignements qui arrivent assez vite, puisque il y a les gardiens, il y a une des deux familles qui étaient réfugiées chez les Dido, qui rejoint l'hôtel qui est à côté, là, qui est tenu par des Français, l'hôtel Méridien, et qui disent, voilà, on a appris qu'ils avaient été tués par le FPR, on a Zamou, c'est-à-dire un gardien, le gardien de nuit, qui a assisté à la scène et qui a vu le FPR tuer les Français.
Voilà. Et donc après, il y aura toute négociation avec la Minoire pour essayer de récupérer les corps. Ça durera plusieurs jours. Il y aura des équipes de la Minoire composées d'un médecin belge dont on parle beaucoup et d'officiers sénégalais dont on refuse de parler, je me demande pourquoi, et qui récupéreront les corps et qui les ramèneront français. À savoir que l'armée française, enfin le détachement français à Marie-Lise, qui est intervenu pour évacuer les gens, a quitté le Rwanda en laissant sur place le lieutenant-colonel Morin, le lieutenant-colonel Forge de la gendarmerie et l'adjudant-chef Bach, 3 militaires français qui sont restés avec un transal et qui n'acceptaient de partir qu'après qu'on ait récupéré les corps. On leur ramènera les corps le 14 avril dans l'après-midi. Ils décolleront immédiatement pour Bangui. Les corps seront conditionnés et remis dans un avion de ligne. Ils arriveront à Roissy en France en début d'après-midi où nous les accueillerons. Le 15 avril, dans le début d'après-midi où nous les accueillerons. Donc concrètement, ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui, c'est que de ce que vous nous dites, il est à peu près incontestable que c'est le FPR, c'est-à-dire l'armée de Kagame, hein, qui a exécuté ces 2 sous-officiers français, qui les a exécutés froidement, puisqu'ils n'étaient pas en opération militaire hostile. Ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est pourquoi il y a 2 plaintes qui viennent d'être déposées pour homicide concernant ces 2 sous-officiers. Ces plaintes, est-ce qu'elles viennent du camp Kagame, du camp anglo-saxon, ou est-ce que ce sont des plaintes sincères des familles? Alors, il faut examiner comment sont apparues ces plaintes, quand et comment. Moi, j'ai découvert ça, comme beaucoup de monde, le 8 avril, le 9 avril, le 8 avril, pardon, le 8 avril, le jour même où elles ont été déposées. Le jour même où elles ont été déposées. 2024. 8 avril 2024. 2024, oui, 8 avril 2024, c'était avant-hier, pratiquement. Le jour même où les plaintes ont été déposées au greffe du parquet, au bureau du juge d'instruction, semble-t-il, ça n'a pas été déposé au parquet, c'est les constitutions de partie civile directement au doyen des juges d'instruction, on pourrait en parler juridiquement. Le jour même, par un communiqué de l'Humanité, qui disait l'association Survie, avec M. François Graner, ont déposé une plainte en lien avec certains des ayants droit. Certains des ayants droit, apparemment, ils ne sont pas tous sur la même ligne, là, si je comprends bien ce qui est écrit. Voilà. Alors, pourquoi 30 ans plus tard? On s'interroge j'avais pas plus tard qu'hier soir au téléphone mon camarade Michel Fabriès, qui lui était présent encore à Kigali, qui est un officier de gendarmerie, un officier supérieur de gendarmerie, qui était toujours présent à Kigali en 1994. Il était arrivé après moi, donc il avait vocation à rester après moi aussi. Et qui me dit, moi j'avais pris contact avec la famille d'Alain Didot depuis longtemps, je les avais incités à porter plainte depuis longtemps. Bon, la famille d'Alain Didot ne souhaitait pas, ça leur appartient. Nous avons respecté ça, tout en déplorant qu'il n'y ait pas de plainte. Moi, j'ai travaillé sur cet assassinat, je souhaite, et tout le monde souhaite parmi les camarades, il n'y a pas l'ombre d'un doute, parmi tous ceux qui étaient à Kigali, qu'ils soient gendarmes, armée de terre, armée de l'air, il y en avait aussi, etc., tous souhaitent ardemment que la vérité soit faite. Mais est-ce qu'on peut attendre de Survie et de M. François Graner et de l'Humanité, je suis extrêmement surpris. Ces 3 entités, ce monsieur, n'ont jamais fait preuve d'une bienveillance excessive à l'égard des militaires français, tout au long de l'histoire pour l'Humanité, tout au long de l'histoire pour Survie, et tout au long de ses écrits. Si on lit très bien ses écrits, M. François Graner, c'est plutôt le contraire. Alors, je sais bien, on est au lendemain de la Semaine Sainte, les fêtes pascales sont passés là-dessus, qu'ils aient brutalement reçu la grâce et qu'ils comprennent que les militaires français ne sont pas uniquement des violeurs, des assassins, comme ils le prétendent, mais peuvent être aussi des victimes innocentes. Brutalement, un miracle, la grâce leur est arrivée, tant mieux. Mais ceci est largement corrigé quand je vois les publications qu'ils font depuis, où on voit dans un article du Monde, comme dans Survie, que finalement, la finalité de cette plainte, soi-disant au bénéfice des ayants droit des militaires français, a pour but, ils ne s'en cachent pas, d'incriminer la France dans l'attentat du 6 avril 1994
et dans la mort de ces 3 militaires, de ces 2 militaires, cette épouse. C'est une infamie supplémentaire. C'est une infamie supplémentaire. Du fait qu'on soupçonne l'armée française d'avoir exécuté 2 sous-officiers et une épouse, c'est une triple infamie. Et je me révolte contre ça. Et ces gens-là, je le dis très clairement, sont vraiment des tordus. Alors pour le reste, nous serions ravis que cette plainte s'aboutisse. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a la quasi-certitude que c'est le FPR qui a assassiné nos amis. On a le sentiment qui est partagé d'ailleurs par Survie et compagnie qu'ils ont été assassinés parce que le FPR a cru qu'ils avaient appris quelque chose sur les préparatifs de l'attentat qui se sont passés au CND, puisque le FPR savait qu'il y avait ces antennes, il croyait que ces antennes étaient faites pour l'écouter. Le colonel Kayonga, qui commandait les troupes FPR du CND, s'en est ouvert quelques semaines avant l'assassinat au colonel Marshall. Kayonga et le FPR, quelques semaines avant l'attentat, avaient protesté auprès de la Minoire parce qu'ils étaient écoutés, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y avait des intrusions chez eux, on cherchait à savoir ce qui se passait au CND. Et le colonel Marshall témoigne qu'il s'est déplacé sur les lieux et que Kayonga lui a montré les antennes qui étaient autour de chez eux pour diverses raisons, dont celle des Dido. Et Kayonga a dit à Marshall très clairement, si la guerre reprend, on s'occupera d'eux en priorité. C'est ce qu'ils ont fait. Donc il n'y a quasiment aucun doute qu'ils ont été exécutés par le FPR. Et il n'y a aucun doute qu'ils ont été exécutés parce que le FPR ne voulait pas que soit révélé ce qui se passait au sein du CND. Donc c'est probablement, comme le dit Survie, et c'est mon avis depuis toujours, de cette façon, en lien avec l'attentat du 6 avril 1994. Concrètement, si le FPR, poussons le raisonnement jusqu'au bout, si le FPR, puisque c'est lui qui a exécuté les 2 Français et l'épouse, parce qu'il croyait que les Français avaient appris quelque chose sur les préparatifs de l'attentat, c'est certainement pas les Interamway qui ont commis l'attentat, c'est bien le FPR. Et donc, à partir de là, comme le dit Carla Del Ponte, il faut réécrire l'histoire du génocide. Concrètement, je viendrai, je le redis, refaire une interview plus approfondie chez vous sur cette genèse du génocide. Mais comment vous expliquez aujourd'hui cette espèce d'offensive concertée, puisqu'on voit qu'il y a, au moment de la célébration du 30e anniversaire de l'attentat contre Abiyarimana, il y a cette espèce de riposte en France dont vous nous dites qu'elle est téléguidée pour rajouter du mensonge au mensonge. En même temps, on voit qu'Emmanuel Macron a failli faire une déclaration, mais on sait qu'il l'avait enregistrée, et elle n'a pas été diffusée, mais a failli faire une déclaration incriminant la France, la responsabilité de la France dans ce génocide, en plaidant au moins une passivité coupable. Comment vous expliquez que le président de la République, aujourd'hui, soit à la tête d'une espèce de mouvement de diffamation contre l'armée française? Alors, je n'aurais pas la prétention d'expliquer la réflexion du président de la République qui, depuis quelques années, nous gouverne en même temps. Enfin bref, passons. La seule explication il souhaite renouer des liens avec Kagame. N'oublions pas que la commission Duclerc qu'il a mis en place, il faut le relire, la lettre de mission de la commission Duclerc. Il faut analyser la lettre de mission qui a été confiée par l'Élysée à la commission Duclerc pour comprendre que c'est un document extrêmement politique, je dirais pas diplomatique, mais extrêmement politique. Le président Macron écrit en toutes lettres à M. Duclerc que, comme je m'y suis engagé auprès du président Kagame, je vous demande d'examiner la culpabilité de la France. La culpabilité de la France. Alors moi, je suis officier de police judiciaire de formation, comme je vous le disais. Quand on est en face d'un crime, avec un minimum d'objectivité, on examine toutes les culpabilités. Examiner la culpabilité d'un seul des parties prenantes ou des témoins ou des ayants droit, c'est aller tout droit vers l'erreur judiciaire. C'est tous les OPJ, tous les magistrats savent ça. Donc on a
depuis toujours, depuis longtemps. C'est la stratégie post-Kagame. C'est la stratégie post-Kagame qui est sortie en 2004, à partir du moment où, au mois de mai 2004, si mes souvenirs sont bons, dans le journal Le Monde, il y a un article qui annonçait que le juge Bruguière avait lancé des mandats d'arrêt contre les proches de Kagame au sujet de l'attentat du 6 avril 1994. À partir de là, Kagame a déclenché une campagne de communication extrêmement efficace, extrêmement redoutable. Il doit être très bien assisté par les spin doctors américains, on verra pourquoi tout à l'heure. Et cette campagne de communication, comme ça a été décrit par une excellente thèse universitaire française qui est tenue par une africaine de l'Ouest, je crois que c'est une ivoirienne, qui s'appelle Titi Palais, qui dit la stratégie de communication post-génocide du Kagame tient en deux phrases. La première, c'est externaliser sa propre culpabilité qui vient du fait qu'il savait très bien que compte tenu des offensives qu'il déclencherait, il déclencherait des massacres. Et deuxièmement, c'est s'approprier la victimité des Tutsis de l'intérieur, dont il a lui-même provoqué les massacres. Voilà. Et donc on est là, on est dans la stratégie post-génocide de Kagame, avec laquelle on veut nouer des liens parce que c'est l'intérêt économique bien compris actuel, pour des raisons évidentes, puisque, comme vous le savez, le Rwanda est aujourd'hui le meilleur exportateur de la région de produits rares dont il n'a aucune parcelle sur son propre territoire, donc coltan, etc., etc. Tout le monde sait ça. Donc voilà. Donc l'intérêt économique de la France serait aujourd'hui de nouer des liens avec Kagame. Si on arrive à démontrer, et la plainte de survie pourrait peut-être y aboutir si elle prospère, on en reparlera, à démontrer que Kagame est responsable de l'attentat qui a déclenché le génocide, etc., il faut réécrire toute l'histoire du Rwanda et il faut réécrire toute l'histoire des gens qui étaient derrière Kagame, c'est-à-dire Museveni, les Américains, M. Roger Winter, etc., etc. Et ça, Monsieur Macron, apparemment, pour autant que j'ai compris quelque chose, ne souhaite pas rentrer en conflit avec les États-Unis et souhaite continuer à bénéficier de quelques mannes, j'allais dire au mieux, pour l'industrie française. Alors, on comprend bien dans ce que vous dites qu'au fond, assez cyniquement, le chef des armées, pour des calculs économiques, de géopolitique qui valent ce qu'ils valent, le chef des armées est en train de lâcher son armée. Comment réagissent les officiers supérieurs, notamment ceux qui ont fait la politique étrangère de la France en Afrique? Comment ils réagissent en voyant qu'au fond, leur chef, puisque le président est chef des armées, leur chef les lâche pour nouer des alliances avec les anglo-saxons? Alors, je vous renverrai la déclaration du général Lafourcade. Dès que le conseiller fort mal intentionné ou fort mal inspiré, je ne sais pas, de l'Élysée a pondu le communiqué qui a mis tout le monde dans les noix, le général Lafourcade a fait un communiqué que tout le monde connaît, qui a été rendu public, dans lequel il dit que c'est une contre-vérité historique et qu'on ne peut pas salir l'honneur des militaires en proférant des contre-vérités historiques qui, d'ailleurs, en plus, ces contre-vérités historiques, elles ne trompent personne, surtout pas les Rwandais qui savent ce qui sont passés. Donc, le fait que le président de la République française prononce des contre-vérités historiques ne peut que diminuer son prestige au sein des Rwandais auxquels il croit pouvoir faire plaisir et se ridiculiser à leur égard, parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé, les Rwandais. Paul Kagame est le premier. Il ne faut pas imaginer un seul instant que Paul Kagame soit reconnaissant à ceux qui abaissent la France devant lui. Au contraire, il surenchérira et il ira jusqu'au bout de la domination sur ce pays qui se soumet volontairement à lui. Voilà ce que je pense. Et donc il y a un contresens absolument extraordinaire dans cette plainte, pour en venir au sujet, où Survie dit ouvertement, et les avocats qui sont employés par Survie et qui ont peut-être su s'imposer auprès de certains ayants droit de nos malheureux camarades, disent « On va utiliser ce crime et la mort de vos amis pour vous accuser d'avoir abattu l'avion. » C'est ça le raisonnement de Survie.
c'est tout à fait ahurissant. Et que ça soit fait. Alors, c'est fait en plus en réaction, parce qu'ils le disent dans leur communiqué. Cette plainte est déposée quelques heures après que le président Macron n'ait pas confirmé ce qui avait été dit dans le communiqué initial par son conseiller. Donc, ils présentent ça eux-mêmes comme une rétorsion parce que Macron ne s'est pas suffisamment soumis à la volonté de Kagame, quoi, en clair. C'est tout à fait surprenant. Voilà. Moi, je n'irai pas aussi loin sur la politique générale en Afrique, on voit le résultat. Alors, on reproche au président Mitterrand d'avoir imaginé que le fait de lâcher le Rwanda en 90 aurait été lâcher le premier des dominos de toute la France-Afrique, de toute l'Afrique, de toute la présence française en Afrique. Quand on voit le résultat aujourd'hui, 30 ans plus tard, de la présence en Afrique, après le Rwanda, immédiatement après a suivi le Congo, immédiatement derrière, ou quelques années derrière, on est passé à la Centrafrique. Aujourd'hui, on a le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Donc, on ne peut pas reprocher au président Mitterrand d'avoir fait une fausse analyse en disant que le Rwanda, si on ne gardait pas le Rwanda, on perdrait petit à petit tous les pays d'Afrique. Évidemment, les Africains ont parfaitement compris qu'en 1993, quand la France a accepté de se retirer du Rwanda et a abandonné ce pays à l'ONU, c'est-à-dire aux Américains et aux Anglo-Saxons, puisque l'ONU, c'est jamais que le jouet de Washington, et les Américains, en abandonnant le Rwanda à Washington, les pays africains ont bien compris que désormais, De Gaulle n'était plus là et plus personne ne s'opposerait à la volonté des Américains et donc la France a perdu tout crédit. Merci, mon colonel. Je vous garantis que je vais venir à Nîmes faire une interview, j'en prends l'engagement, et on va traiter, en réalité, comme le disait le colonel Hogar, qui a aussi participé à l'opération Turquoise, le Rwanda est probablement le premier moment après la guerre froide où les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commencé leur guerre secrète contre l'Europe et particulièrement contre la France. Donc, il est important d'écouter cette histoire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on suive de toute façon ces affaires ensemble. Merci beaucoup, mon colonel. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous accueillerai avec plaisir dans la bonne ville de Nîmes.